RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le débat du jour, ce matin nous sommes avec Lou Bémond de Senneville, bonjour. Bonjour. Journaliste à La Croix, Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Ancien directeur du quotidien Libération, et avec vous évidemment, on va revenir... Je suis directeur d'un journal aujourd'hui. Oui, pardon, allez-y. Ça s'appelle lejournal.info et c'est un journal d'orientation social-démocrate. Et avec vous, on va évoquer le discours de politique générale de François Bayrou. Oui, bien sûr, puisque c'est l'info du jour et la vie continue même après, puisque déjà il y a des annonces qui ont été faites sur les économies, plus de 30 milliards a indiqué Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, 21 milliards de hausse de recettes et 32 milliards d'économies. C'est le chiffre que l'on a ce matin en guise de commentaire de ce discours de politique générale qu'on va essayer de disséquer avec nos deux exégètes. Et ce n'est pas forcément innocent, puisque François Bayrou parle aussi de conclave, figurez-vous, je vous dirai pourquoi. Eh bien, on en parle tout de suite, mais réagissez dès à présent par mail, direct@rcf.fr ou direct@radionotre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Et le conclave, ça concerne la renégociation de 3 mois sans aucun tabou sur le départ à 64 ans pour la retraite. Et ça, c'est l'un des points clés peut-être de ce discours de politique générale. Donc, il va falloir enfermer les partenaires sociaux pour qu'ils se décident enfin sur cette question. Peut-être que c'est une forme de sursis, de respiration que se donne le gouvernement pour essayer de durer. On va voir ce qu'il en est. Lou Bémond de Senneville, vous qui étiez à Rome pendant quelques années, conclave, j'imagine que ça n'est pas innocent à vos oreilles. Oui, en tout cas, ça m'a fait sourire, effectivement, quand j'ai entendu ce terme. Plus je me suis demandé si on allait les enfermer dans une salle et si à un moment on allait enlever le toit et on allait les priver de pain et d'eau pour qu'ils arrivent à une conclusion. Non, plus sérieusement, ça dit quand même quelque chose de la difficulté de cette négociation. Ça dit aussi quelque chose de la volonté de François Bayrou de mettre la pression sur les partenaires sociaux pour renégocier cette réforme des retraites. Qui ont entre les mains l'avenir du pays, hein, c'est ce qu'il a dit. Oui, moi ce qui m'interpelle, c'est que c'est un peu aussi une sortie du champ politique, c'est-à-dire que la renégociation de cette réforme des retraites, elle se fait par les syndicats, mais manifestement, le Parti Socialiste notamment a été mis hors jeu, et donc c'est une renégociation qui va se faire en dehors du champ politique. Donc voilà, ça c'est quand même assez étonnant. Laurent Geoffrin. Je pense qu'il y a une erreur politique qui vient d'être commise. C'est que les choses étant ce qu'elles sont au Parlement, soit le gouvernement obtient la neutralité du RN, soit il obtient la neutralité du PS. S'il veut durer. S'il ne veut pas durer, il n'a qu'à continuer comme ça. Mais s'il veut durer, on peut le regretter. Hein, c'est mieux d'avoir une majorité claire et de pouvoir mener une politique autonome et prendre des décisions et qu'elles soient immédiatement appliquées. Mais enfin, les choses sont comme ça, c'est les électeurs qui l'ont voulu. Ils n'ont pas donné de majorité à quiconque. Donc, il n'y en a pas. Donc, il faut en trouver une. Et pour survivre, Barnier a essayé d'obtenir la neutralité du RN, il a échoué. Et donc, maintenant, on est dans la deuxième scénario. C'est-à-dire, il faut que les socialistes acceptent de ne pas voter de motion de censure dans les mois qui viennent. C'est mal parti. Pourquoi est-ce que Bayrou ne leur a pas dit, écoutez, voilà, j'ai écouté ce que vous m'avez demandé, je suis d'accord sur tel point. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est pas très compliqué. Il y en a qui peut récuser, d'autres qui peut accepter, on discute. Et il est resté dans le flou sur toutes ces questions. Du coup, les socialistes qui se sont détachés du NFP se retrouvent en l'air, puisqu'ils sont soumis évidemment au tir de barrage hallucinant de LFI. Et maintenant, ils sont en train d'hésiter, on dit on vote la censure, on vote pas la censure. Si on la vote pas, on va se faire cartonner par tous les autres partis de la gauche. Et si on la vote, est-ce qu'on obtient quelque chose de présentable à leur électorat? Et ça, on ne l'a pas. Donc Bayrou a pris un risque considérable. Parce que s'ils votent la censure cette fois-ci, quels seront les arguments qui les empêcheront de voter la fois d'après? Pourquoi le vieux sage de la vie politique qu'est François Bayrou laisse ainsi dans l'indécision et finalement dans une forme de vulnérabilité l'ensemble du système politique par rapport au PS, justement, Lou Bémond de Senneville, Laurent Geoffrin? Je pense qu'il n'est pas très sûr de sa méthode, c'est-à-dire que il y a eu une phase de négociation avec le Parti Socialiste, notamment à Bercy, et ce qui se dit depuis hier, c'est que ce qui s'est dit à Bercy entre le PS et le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances, c'est substantiellement pas ce qu'a dit François Bayrou hier à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, il prend un risque politique très fort. Et on a un peu de mal à comprendre la stratégie de François Bayrou. Alors c'est vrai que
ce discours fleuve qui a duré 90 minutes et tout, ça fait 40 ans qu'il l'écrit, François Bayrou. Je veux dire, c'est l'aboutissement, il faut aussi voir ça, c'est l'aboutissement d'un cheminement politique, d'un cheminement intellectuel. D'ailleurs, on voit, il y a des marqueurs, réconcilier les Français, réconcilier la classe politique, aussi la proportionnelle, peut-être qu'on en parlera. Mais effectivement, on ne voit pas très bien la méthode et on ne voit pas très bien où il va. Moi, c'est quand même un flou qui m'a beaucoup marqué. Y avait-il une autre méthode possible? Quelle autre stratégie aurait-il pu adopter? Il aurait pu dire, écoutez, je suis d'accord pour faire une pause dans la réforme et dire ensuite, nous allons discuter pendant le délai qu'il a fixé, et au bout de ce délai, il y aura des changements. Je ne sais pas encore très bien lesquels, mais j'écouterai les syndicats, notamment, parce que les syndicats qui sont les principaux protagonistes avec le MEDEF. Là, tel qu'il le dit, s'il n'y a pas d'accord sur la réforme de la retraite, des retraites, on retombe sur le projet initial. Alors, les socialistes disent, mais attendez, si jamais le MEDEF met un veto à tout changement, ce qu'il se dispose à faire apparemment, et on retombe, c'est un piège à con, ce truc-là. Et on a juste gagné du temps. Enfin, si voilà, con, ils auront gagné 3 mois, et voilà. après, ils se retrouveront gros gens comme devant, en disant, mais on nous a emmenés dans une négociation, on a pris des risques politiques, et à la fin, on nous tire le tapis sous les pieds. Enfin, on risque de nous tirer le tapis sous les pieds. Donc, ils sont très, très méfiants, et on peut le comprendre politiquement. Alors, c'est très dommage, parce que les considérations politiques l'emportent sur les nécessités économiques. C'est un peu vrai, mais d'accord, mais il faut choisir. Est-ce qu'on veut ouvrir une nouvelle crise politique qui coûtera très cher en termes économiques et en termes financiers? Parce qu'il y aura une incertitude, les marchés risquent de s'agiter à cause de ça, et surtout l'activité économique en France est au point mort, elle est pratiquement arrêtée maintenant. Donc le chômage, donc etc. Donc je trouve que donc il y a deux écueils. Soit on règle la crise politique, quitte à ce que ça coûte un peu en matière économique, soit on s'en tient aux considérations financières, mais à ce moment-là, on risque d'être renversé. Donc, entre les deux, à mon avis, c'est la première solution, qui est la moins mauvaise, en tout cas. L'idée de conclave, d'enfermer pour arriver à une solution et de forcer les gens à s'entendre, ça, c'est pas une méthode un peu qui tend à le distinguer? Les Néerlandais avaient fait ça à un moment. Il y avait un nouveau gouvernement qui avait dit, écoutez, il faut trouver un système social réformé. Ils avaient enfermé les gens pendant 3 semaines. Et donc ça peut aboutir, on peut espérer. Angela Merkel l'a fait pour trouver un système pour aider les salariés pendant la crise du Covid. Elle a enfermé les syndicats et les patronats pendant 15 jours et ils ont trouvé quelque chose. Donc il y a une recette là peut-être, Lou Bémont-de-Senneville. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est aussi que François Bayrou, il hérite d'une situation qui est épouvantable. C'est-à-dire que l'adoption de la réforme des retraites s'est faite dans de très mauvaises conditions. Elle est passée au 49.3, ce qui est quand même... Alors, le 49.3 est utilisé régulièrement au Parlement, mais je veux dire, c'est pas la même chose quand c'est le budget et une réforme des retraites. Donc, elle est quand même passée au forceps. Il y a une acceptation très faible, en fait, de cette réforme, et dans la société française et au Parlement. C'est quand même la réforme qui a laissé tout le monde insatisfait. Et donc, il hérite de cette situation, et donc il essaye de rouvrir le champ. Mais encore une fois, de le rouvrir en dehors du champ politique, je ne vois pas très bien comment on se sort de la crise avec cette situation. Après, il y a sans doute une volonté, enfin moi c'est aussi ce que j'entends, il y a sans doute une volonté qui est aussi de gagner du temps, le temps de faire adopter un budget, parce que c'est quand même ça la première urgence, c'est d'adopter un budget. On tourne quand même, la France tourne en service minimum, si on peut dire, depuis le 1er janvier. Et c'est une situation qui se prolonge et pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, à vouloir en même temps doter la France d'un budget à peu près à l'équilibre, ou en tout cas pas trop en déficit, en tout cas moins en déficit qu'avant, et en même temps rouvrir la réforme de retraite dont on sait que quoi qu'il arrive, elle coûtera cher? C'est pour moi. Laurent Geoffrin, allez-y. L'un ou l'autre. Oui, mais il y a un paradoxe, mais c'est la situation est ce qu'elle est. Voilà, c'est la réalité. On peut la critiquer, la déplorer, tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça. La gauche fait il y a 3 tiers au Parlement, donc la gauche fait 1 tiers. Si on dit on ne tiendra pas compte de ce qu'ils demandent, donc il faut se mettre d'accord avec les 2 autres tiers. Ça, c'est la solution Barnier qui vient d'échouer. Donc, je ne comprends pas qu'on continue à faire ça. J'ai un soupçon. Alors, il est peut-être avec un esprit mal tourné, mais le fait d'avoir une négociation fructueuse entre les socialistes et le bloc central
c'est une méthode social-démocrate. C'est-à-dire qu'on ne demande pas tout et on admet qu'on aura des avancées, mais pas tout. C'est une méthode de la gauche réformiste. Le fait de la bloquer favorise évidemment la gauche radicale, parce que bon, c'est déjà parti. Déjà, Mélenchon dit, vous voyez bien, ils vous ont donné des nefles, c'est ridicule, rentrez à la niche, c'est-à-dire au NFP. Je soupçonne la droite et le centre de se dire, mais c'est quand même plus facile d'avoir en face de soi la gauche radicale, qui est irresponsable sur le plan économique, à mon sens, plutôt que d'avoir en face des socialistes requinqués, parce que eux, ils ont une chance de gagner. Ce sont des concurrents. Ce sont des concurrents sur le même créneau, c'est-à-dire les électeurs qui fluctuent entre la gauche et le centre. Et donc ils se disent au fond d'eux-mêmes, c'est quand même plus commode Mélenchon, parce que là on peut le cartonner sans problème et faire venir à nous les électeurs plus modérés. Donc je crains qu'il y ait ça. Donc c'est une bonne stratégie de plan. François Bayrou. Alors. Bonne stratégie de François Bayrou. Alors. Oui, sauf qu'au bout du compte, c'est Marine Le Pen qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une présidentielle. Si vous avez une présidentielle à court terme, qui seront les candidats ? Mélenchon, Édouard Philippe et Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est à plus de 30% au premier tour. Donc elle sera au deuxième tour automatiquement. Et donc en face, il n'y aura pas de candidat probablement socialiste, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas de candidat aujourd'hui. Personne ne s'est imposé. Mais on peut avoir un candidat bloc central quand même. On peut avoir un candidat bloc central, mais tout le pari de Mélenchon, c'est de dire je passerai devant. Il a failli le faire. La fois d'avant, il a failli passer devant. Et là, il se dit je passerai peut-être devant. Si Mélenchon passe devant, Marine Le Pen est élue. Donc moi, je veux bien qu'on prenne ce risque. Chacun. C'est-à-dire dans le duel. Les électeurs sont libres. Dans le duel Mélenchon-Le Pen, Marine Le Pen est élue. Tous les sondages la mettent à plus de 60% dans cette hypothèse-là. Et je pense que les électeurs du centre et du centre-gauche auront beaucoup de mal à voter Mélenchon. En tout cas, tous les électeurs de droite voteront Marine Le Pen, pratiquement tous. Donc il y a un calcul cynique, Laurent Geoffrin, pour en fait se retrouver... Je soupçonne, je ne dis pas que c'est le cas. On sait que le calcul est à la base de la politique. Et donc le calcul cynique, c'est en fait d'encourager ce clivage des extrêmes pour que, d'une certaine façon, on se retrouve avec une personne prévisible au second tour dont on peut compter qu'on sera élu contre elle. Et d'empêcher l'émergence de cette vision social-démocrate. Il y aura un Édouard Philippe qui, au premier tour... comme ça s'est passé les deux dernières fois, les dernières fois, et Macron a bénéficié au premier tour du vote de gens de gauche qui disaient mais on ne croit pas à LFI ou à Benoît Hamon, enfin peu importe. Et donc on vote pour le moindre mal de manière à ce qu'on n'ait pas un duel qui nous déplaise au deuxième tour. Et donc ils peuvent avoir le même calcul en disant mais Édouard Philippe sera le refuge des électeurs modérés de gauche. C'est toujours la logique du repoussoir, en fait. Oui, mais moi je veux bien. Stérile, quand même. Moi je veux bien, mais c'est avec ce sera une carte forcée une nouvelle fois. Comment sortir de ça, Loubet Mansenville ? Alors si j'avais la solution, je serais Premier ministre, mais un conclave suffirait-il ? Non, je sais pas. Ce qui est quand même marquant dans cette période, c'est quand même que ceux qui en sortent toujours renforcés, c'est les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire c'est Marine Le Pen et c'est Jean-Luc Mélenchon qui force le désordre du champ politique, qui force le chaos sans avoir à forcer d'ailleurs, sans avoir à faire trop d'efforts sur le sujet. Et on voit mal dans la situation actuelle avec la méthode Bayrou qui au fond ne choisit pas ni de faire des concessions Enfin, je veux dire, voilà, il choisit pas d'alliance, donc il maintient cette espèce de bloc qui est complètement illusoire. Et pour l'instant, il y a aucun accord qui se dégage. Donc honnêtement, on a du mal quand même à analyser comment on peut s'en sortir. Et on voit mal comment le gouvernement, j'allais dire Barnier, mais comment le gouvernement Bayrou peut finir autrement que le gouvernement Barnier, j'allais dire à long terme, enfin à moyen terme même. Si on prend un petit peu de chance, si on revient sur les débuts du macronisme, il y avait eu un espoir qui avait d'ailleurs expliqué le fait que beaucoup de gens avaient déserté les partis politiques pour élire Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire péter un système qui était vérolé par les partis politiques. Et là, on assiste à une revanche des partis politiques à la fin du mandat d'Emmanuel Macron qui est énorme, en fait, qui bloque tout. Comment sommes-nous passés d'un extrême à l'autre ? Parce que le macronisme, ça n'a pas vraiment d'identité. C'est un discours qui n'est pas antipathique, d'ailleurs. Il peut être séduisant. Il a séduit beaucoup de gens, y compris à gauche.
consistant à dire on va moderniser le pays avec des C'est mesures consensuelles. Mais pour faire ça, il faut une majorité. Et comme ils sont allés de crise en crise, les Macroniens, hein, les gilets jaunes, le Covid, ils sont pour rien, évidemment, mais les gilets jaunes un peu quand même. Et le fossé qui s'est instauré entre les classes populaires et la classe dirigeante, en fait, et donc les Macron, qui en est le symbole, c'est un peu de leur faute aussi, parce que ce discours modernisateur, il faut emmener tout le monde. On ne peut pas dire seulement « je suis plus intelligent que les autres, je sais où on va, et faites-moi confiance ». Ça ne suffit pas, il faut convaincre... Et donc il s'est heurté à des classes populaires qui se sont senties surplombées et dédaignées. Et les gens n'aiment pas être dédaignés, ils sont humiliés, et du coup ça suscite la colère. Il y avait eu un vent de dégagisme au moment où il est arrivé au pouvoir. On s'est dit, voilà, ce vent existe dans toutes les démocraties. Donc, on le voit aux États-Unis, etc. C'est vrai que la mondialisation, pour faire court, a mis en dissidence une grande partie des classes pauvres, populaires. Hier, François Bayrou a parlé des gilets jaunes et des cahiers de doléances. Est-ce que les rouvrir permettra à ce gouvernement d'être plus fin, peut-être, dans l'analyse qu'ils font de cette crise et d'éviter ce vent de dégagisme dont on parlait à l'instant? Non, il y a dans le discours de Bayrou, indépendamment de ces questions de retraite et de budget, il y a des choses justes quand il explique que les zones rurales, c'est le désert français. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il y a de ça quand même. Et qu'il y a une coupure entre les gens qui habitent les petites agglomérations ou les campagnes et les gens qui habitent le centre-ville. Ça, c'est vrai, c'est évident. C'est plein de sociologues qui l'ont attesté. Donc là-dessus, il a raison. Mais la gauche aussi en parle de ça. Rétablir les services publics dans les endroits où ils ont disparu, faire en sorte que l'hôpital soit vraiment ouvert à tout le monde, s'attaquer aux difficultés de l'école en promouvant ceux qui ont du mal à suivre. Marine Le Pen aussi en parle. Oui, les gens ont fini par comprendre que c'était une réalité. Mais le macronisme a mis du temps à le comprendre. Bayrou comprend ça, mais Macron, non. Non, sur la crise des Gilets jaunes, il faut quand même, si on refait un peu de chronologie, il faut quand même se souvenir que la crise des Gilets jaunes, qui était censée, donc, qui a eu lieu, qui a donné lieu à ces grands débats nationaux, à ces cahiers de doléances, etc., c'est après fracassé dans la crise du Covid. Et à un moment, tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on oublie un peu, parce que le Covid a été une sorte de grand blackout qui a effacé pas mal de choses. Mais en fait, on était quand même encore dans la suite des Gilets jaunes. Et on était dans la suite de cette grande crise. Et au fond, on n'est pas allé au bout de cette démarche. Et donc, forcément, ça ressurgit aujourd'hui. Enfin, je veux dire, cette fracture dont parlait Laurent Geoffrin entre la classe politique et les classes populaires, elle rejaillit aussi, évidemment, là. Après, sur la responsabilité du macronisme, je pense que le macronisme, c'est pas seulement il n'est pas responsable à lui-même de la fracture de la classe politique française. Il est aussi le symptôme d'une fracture précédente. Je veux dire, Hamon, il fait 6,5 en 2017, et c'est pas Emmanuel Macron qui l'emmène sur ce résultat. Loubet Monsenneville, Laurent Geoffrin, le débat du jour. Toujours avec Loubet Monsenneville, rédacteur en chef adjoint au quotidien La Croix, Laurent Geoffrin, qui est directeur du journal Point Info, journal d'inspiration sociale démocrate. Absolument. Et avec vous, on va parler... Il en faut un. Il en faut un. On va parler de l'abbé Pierre. Oui, l'Église en France a affirmé que l'accumulation des faits concernant l'abbé Pierre horrifie, c'est le terme utilisé, après la publication d'un rapport où le prêtre est visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et des faits concernant des membres de sa famille. La question qu'on s'est posée, c'est que peut dire l'Église qui en a déjà parlé, Qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, au-delà de dire? Est-ce qu'il y a une attitude à avoir, surtout si on a un effet de répétition? Loubet Monsenneville. Alors, manifestement, ce rapport est quand même est déjà le 3e sur le sujet. Emmaüs va maintenant ouvrir un travail plus historique, en confiant aussi à une équipe d'historiens, voilà, un travail sur cette période. Mais moi, je pense que l'Église, en tout cas catholique, en France, a déjà fait pas mal. C'est-à-dire qu'elle a ouvert ses archives, ce qui est quand même assez fort, ce qui est aussi une prise de risque assez importante, parce que ça veut dire montrer ses failles dans ses décisions, dans ses raisonnements, dans les alertes. Je veux dire, ça a quand même montré qu'il y a eu des alertes qui ont été données notamment par l'archevêque de Paris
de l'époque et qui n'ont pas été prises en compte. Je pense que s'il peut y avoir un mouvement maintenant, il est au niveau du Vatican, c'est-à-dire que le Vatican devrait ouvrir ses archives aussi sur l'abbé Pierre. Alors après, il y a une question technique. Il y en a beaucoup. C'est un peu compliqué parce que vous savez, le Vatican, c'est une beaucoup plus petite machine qu'on imagine. Moi, je connais bien parce que j'ai été 4 ans correspondant à Rome pour la Croix. Il est très probable que le dossier Abbé Pierre ne soit pas vraiment physiquement identifié dans les archives romaines. Parce que vous voyez, c'est sans doute un confetti au milieu d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, les historiens sont plutôt en train d'inventorier le fonds d'archives Pie XII. Donc voilà, mais c'est quand même ça aujourd'hui pour comprendre le mécanisme et pour comprendre notamment la manière dont les alertes ont été ignorées à Paris et à Rome, qui pourrait être une manière d'avancer pour comprendre en fait tout simplement. Que peut faire de plus le Vatican, sachant que par rapport au rapport de la SIAZ, le pape François s'est montré, c'est le moins qu'on puisse dire, distant. Alors, il s'est montré distant, critique, sceptique sur les chiffres, en fait. Sur deux choses. Sur les chiffres, d'abord sur les estimations, et puis sur l'aspect systémique, c'est-à-dire que lui dit que c'est plutôt de l'ordre des failles individuelles que d'une faille institutionnelle. Donc c'est ça, en fait, son point de résistance. Et là-dessus, il y a une vraie divergence d'appréciation entre les responsables, un certain nombre de responsables de l'Église catholique en France et le Vatican. Je veux dire, il faut quand même le dire. Les deux ne se parlent pas sur ce sujet ? Si, les deux se parlent, mais ils ne sont pas forcément d'accord. C'est pas grave, ça n'empêche pas de se parler. Mais en tout cas, sur la question de l'abbé Pierre, on peut quand même se poser la question d'une faille institutionnelle. C'est-à-dire que quand les responsables de l'Église catholique en France, à l'époque, préviennent des responsables politiques français que peut-être qu'il ne faut pas donner la Légion d'honneur à l'abbé Pierre parce qu'il y a un certain nombre d'affaires, que le personnage est un peu sulfureux, etc. Ça veut dire qu'il y a une connaissance quand même réelle de problèmes, pour le dire pudiquement, autour de l'abbé Pierre. Laurent Geoffrin. Cette affaire, je suis consterné, parce que l'abbé Pierre, c'était une grande figure de la lutte contre la pauvreté et le mal logement, et il avait joué un rôle considérable et extrêmement positif. Moi, je connaissais beaucoup de militants qui travaillaient dans son association, c'était des gens formidables. Ce sont des gens formidables, d'ailleurs. Donc tout ça est terrible. Là, ce qui est clair, c'est que les gens le savaient, quoi. Manifestement, enfin, pas tout le monde. Quand vous dites les gens, autour de lui. Et on n'a rien dit. Mais l'Église n'est pas la seule institution à avoir réagi de cette manière. Le milieu associatif, en fait, autour de lui. Oui, manifestement, beaucoup de gens le savaient. Y compris la hiérarchie catholique, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Et donc, et dire que c'est pas un système, c'est idiot, parce que il s'agit pas d'en faire une mécanique absolue, mais le mouvement MeToo, on peut lui adresser certaines critiques, pourquoi pas, mais enfin, c'est un progrès considérable. Et quand on voit la masse incroyable d'agressions sexuelles, ou même de viols qui ont été commis et qui sont peu réprimés, qui étaient peu réprimés, depuis toujours, on se dit que c'est vrai que l'Église n'échappe pas à la chose. Et donc, il faut le reconnaître déjà. Il faut reconnaître que c'est quasiment une seconde nature d'un certain nombre d'hommes, ou parfois de femmes, c'est plus rare, que de se livrer à ce genre de choses. Et donc, ça doit être prévenu. Il faut qu'il y ait une pédagogie globale. Il faut qu'il y ait des sanctions immédiates, internes déjà, avant même d'aller devant la justice. Moi, je l'ai vu, y compris dans mon journal, La Libération. Ça existait aussi. La Libération, journal venant de l'extrême gauche, hyper féministe et tout ce qu'on veut. Et il y avait quand même des cas d'agression sexuelle. Il fallait s'en occuper. Et on s'en occupait pas, d'ailleurs. Ça passait... parce qu'il y avait cette idée... on va régler ça entre nous discrètement, parce que ça va nuire à l'image. Toutes les organisations ont ce réflexe. Mais est-ce que le déballage... Avait ce réflexe. Est-ce que le déballage est plus efficace ? Il est inévitable. On va dire, oui, on n'en parle pas, mais les victimes, elles vont en parler, elles. Et qu'est-ce que vous allez dire après ? Oui, vous avez raison, vous êtes des victimes, etc. Donc il faut en parler tout de suite. Il faut. C'est pas un déballage, c'est la mise au jour d'actes délictueux. C'est un délit ou un crime parfois. Parce que ça expose aussi les victimes qui ne désirent pas forcément l'être non plus. Ça a un coût social. Oui, mais ça a aussi changé. de s'exposer. Mais ça, c'est le rôle du mouvement MeToo qui fait que les victimes maintenant parlent.
Et le procès de Mazan avec Madame Pellicot a été le symbole de ça. C'est-à-dire qu'elle a voulu qu'on en parle. C'est vrai qu'avant, les victimes n'aimaient pas en parler. Parce que ça les exposait en même temps. Mais ça a changé. Et ça doit changer dans toutes les institutions, y compris l'Église. Mais en plus, vous avez bien vu, toutes les affaires de Lyon, par exemple, les victimes se sont organisées, elles ont... donc ça sert à rien de dire on va régler ça entre nous. D'abord, c'est immoral, premier point. Deuxième point, c'est inefficace, parce que ça sort quand même. Donc ça sort dans des conditions qui sont encore plus pénibles pour la hiérarchie qui a fermé les yeux sur la chose. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, pour parler des victimes, c'est que les victimes se sont aussi manifestées par elles-mêmes. Alors, il y a aujourd'hui des mécanismes qui leur permettent de rester anonymes. Voilà, on voit, mais qui permettent quand même de se manifester. Et on voit que le premier rapport, mais c'est toujours comme ça, du mois de juillet, a engagé un certain nombre de victimes à se manifester dans les mois qui ont suivi. Moi, je pense que quand même, dans cette affaire, on peut saluer une forme de courage de l'Église catholique qui a fait tomber l'une de ces figures tutélaires. Je veux dire, c'est l'une de ces figures tutélaires très populaires. C'est une des personnalités les plus populaires catholiques en France de ces 50 dernières années, même de ce dernier siècle. Et donc, elle a pris un risque. Mais elle a pris un risque parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas le choix et que une bombe à fragmentation, ça ne se cache pas sous un tapis. À un moment, ça explose. Et voilà, il faut être celui qui prend le risque d'appuyer sur le bouton. Ça fait mal, mais... Après, il y a toujours eu une distance entre l'abbé Pierre et l'institution ecclésiale. L'abbé Pierre avait pris ses distances et l'institution avait un peu perdu, entre guillemets, les contrôles. D'ailleurs, les archives l'attestent. Oui, sans doute, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il avait pris ses distances sur un certain nombre de sujets, mais il n'empêche que c'était quand même l'une des figures de proue, l'une des figures tutélaires, une des figures symbolique de l'action de l'Église catholique dans la société française ces 50 dernières années. Donc je dis, après que la hiérarchie ait pris ces dernières années une forme de distance, ça pour dire lui, c'est pas exactement nous, c'est pas exactement lui, en fait, peu importe. C'est-à-dire pour les Français... Bien sûr, et son avis le rappelait, de surcroît. Et ben, exactement, pour les Français et pour les gens, c'était une figure catholique. Et je veux dire, ça a été le choc qui s'est produit en juillet dans la société française en a aussi... témoigner, c'est-à-dire que ça a été une figure qui a dépassé l'Église catholique, mais aussi une figure d'une forme de bonté catholique, de capacité de l'Église catholique à agir dans la société pour faire le bien. Quand il est mort, Geoffrin, j'étais à Libération à l'époque et on avait fait la une on a fait une une presque sulpicienne. Pour nous, c'était un grand héros. C'est un Vincent de Paul moderne. On avait mis sa canne, je me souviens. La photo était formidable parce qu'on le voyait pas, on voyait sa canne. Et je ne sais plus ce qu'on a trouvé comme titre, mais c'était extrêmement laudatif pour son action et pour lui, au fond. Parce qu'on ignorait tout ça, et, comme beaucoup de gens. Et surtout parce qu'on le considérait comme une figure du social. Pas forcément de la gauche partisane, pas du tout, mais c'est une grande figure du social. Et donc, c'est d'autant plus... rageant, j'allais dire. Et vous l'aviez même mis en odeur de sainteté, le titre de Libération à l'époque, Saint domicile fixe. Bon, le titre très très bon. Pas mal, non ? C'est un très bon titre, mais c'est vrai qu'avec le recul, comment... Et on a admis qu'il était saint. Nous, Libération, journal anticlérical et un croyant notoire. Mais justement, est-ce que c'est pas un risque, et je pose aussi la question à l'UBM Mont-de-Cette-Ville, de canoniser de son vivant une personne qui se retrouve ainsi immunisée. Si vous considérez qu'on en a médias. trop fait dans le soutien à une figure catholique, il faut le dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a pu jouer dans cette médiatisation, a pu le rendre aussi invulnérable d'une certaine façon, parce que personne ne pouvait s'en prendre à la figure de l'abbé Pierre de son vivant. L'abbé Pierre, c'est le populisme médiatique, c'est lui qui l'a inventé quasiment. Il s'est fait connaître par un appel à la radio. À l'époque, c'était la radio qui était le grand média dominant. Et donc, c'est une figure médiatique de naissance, quasiment. Il y a toujours eu des grandes figures médiatiques et je pense que nous, journalistes, on s'est toujours appuyé sur ces figures populaires, que ce soit dans le milieu catholique ou non. Quand on évoque la figure de Jean Vanier, c'est aussi une figure que nous, journalistes, particulièrement dans les médias chrétiens, on allait chercher quand tout allait mal, une guerre s'était déclenchée, il y avait une crise très forte. On disait, allez, on va chercher Jean Vanier, il va nous donner un peu d'espoir. Donc je veux dire, on a aussi contribué, nous, et je veux dire, c'est un réflexe médiatique, mais c'est aussi un réflexe humain. On a
nous on le porte comme Jean Chrétien à la Croix, mais on a un peu envie de trouver des figures qui nous font espérer, voir le raid de la lumière sous la porte, la lumière au bout du tunnel, tout ce que vous voulez. Donc oui, on va naturellement chercher ces figures-là. Aujourd'hui, on fait évidemment plus attention parce qu'on a vu la chute de ces figures médiatiques. Y en a-t-il qui voilà. ne soient pas tombés? Difficile de répondre, Est-ce que nécessairement une figure que le monde médiatique met en avant, est-ce que nécessairement elle tombe? On a l'impression que nécessairement elle tombe. Pareil, Jean Vanier, l'abbé Pierre, et il y en a plein d'autres. Est-ce que Les nécessairement... frères Philippe, Les frères notamment. Philippe. Je ne suis pas compétent pour les figures de l'Église catholique, mais il y a quand même des figures qui demeurent. Tout le monde n'a pas une face noire, fort heureusement. Oui, je suis d'accord avec Laurent Geoffrin. En tout cas, nous, chez nous, par exemple, il y a une prudence plus forte quand on veut mettre en avant une figure de manière un peu systématique. C'est vrai que l'affaire Jean Vanier, là-dessus, a été un révélateur assez fort. Mais enfin, il y a quand même encore aujourd'hui des figures qui Mais nous font pour espérer, qui nous pour font revenir à ce que je réfléchir. disais sur le passé, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas rendu public les comportements manifestement déviants ou illégaux, en tout cas de l'abbé Pierre? C'est parce que inconsciemment, on se disait, les responsables de l'Église, mais c'était comme ça dans les autres secteurs, ces affaires d'agression sexuelle sont secondaires. C'est pas très grave. Tout le monde est passé par là. Enfin, il y avait toute cette idée-là, c'est-à-dire que on met la main aux fesses, on fait ça tout le temps. Certains font ça tout le temps, pas tout le monde. Et c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, comme avait dit Jack Lang à propos de Strauss-Kahn. C'était ça le réflexe. Et donc, au sein de la hiérarchie catholique, j'ai dit oui, bien sûr, il y a des prêtres qui touchent les petits garçons. On connaît ça depuis toujours. On va pas en faire un fromage. On règle ça entre nous. On déplace l'ecclésiastique qui s'est rendu coupable de ces choses-là. Sous-entendu, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce qu'il suffit de parler avec la moindre victime pour savoir que ça crée des traumatismes et que ça dure souvent toute la vie, quoi. Et donc, c'est grave. Et c'est ça que la conscience, en tout cas dans les grandes démocraties, la conscience publique s'est rendue compte de ça. Et en tout cas, le climat a totalement changé de ce point de vue-là. Oui, mais fort heureusement, c'est un progrès. Tout ce qu'on lit toujours dans le Figaro sur le thème la dictature du MeToo, là, c'est ridicule, c'est grotesque. C'est un progrès immense. Libération de la parole. Un peu, pas seulement, c'est le fait de sanctionner les actes délictueux. Voilà, c'est ça qui est le progrès. Et il y a des moments où il faut réprimer. C'est moi qui le dis. Et Finalement, vous êtes très moralisateur, Laurent. non, je suis pour qu'on traite les délinquants à égalité. Les délits sexuels sont des délits, donc il faut les sanctionner, c'est l'évidence. Et il faut ensuite mettre en place des mécanismes de prévention qui existent, qui sont tout simples, hein, qui consistent à dire on signale les problèmes, on sanctionne à l'intérieur. Tout simple, pas tant que ça. Comment ? Tout simple, c'est pas si Non, mais simple que ça. Non, mais c'est simple à énoncer. On sanctionne on prévient, on fait de la pédagogie. Déjà, il faut vérifier, On etc. explique. Ah oui, je sais bien. Moi, j'ai fait une enquête interne à mon journal. Dans ce cas-là, il faut être très prudent et très précis et minutieux dans l'établissement des faits, si vous voulez. Mais une fois qu'ils sont établis, il faut sanctionner. L'église Loubet-Mont de Senneville se méfie quand même de la médiatisation des clercs, non? Enfin, quand j'entends l'église, j'entends l'institution. Vous disiez tout à l'heure, on recherche des personnes qui peuvent être inspirantes, mais on a pu le voir pour certains prêtres qui ont pu se médiatiser à travers les réseaux sociaux. Souvent, les relations avec l'institution étaient complexes parce qu'ils avaient acquis une notoriété que l'institution ou le représentant de l'institution n'avait pas forcément, aussi pour des questions de génération. Et ça a pu créer des froissements. Aussi pour des questions d'ego, parfois. Oui, voilà, Mais- parce que ça attise les égos et on n'aime pas trop ça, non? Oui, alors, mais elle est prise dans une contradiction interne de ce point de vue-là à l'Église catholique, parce qu'en même temps, elle veut parler, notamment à l'institution, elle veut parler d'une voix un peu comme ça, comme si elle n'était pas une voix sans faire ressortir une personne ou une autre et tout ça. Et en même temps, le christianisme, c'est quand même une religion de l'incarnation, je veux dire. Oui. Donc, il faut passer. Et quand vous entrez dans une église, il n'y a que de la médiatisation. Dans n'importe quelle église, il n'y a que ça. Il y a Pourquoi des statues de personnes, donc c'est incarné. Il y a les grands, Jésus, la Vierge Marie, tout ça, mais il y a tous les saints. Il y en a une tripotée incroyable. Et vous avez des tableaux partout. Donc c'est On prendra tripoter au sens Comment oui, non, métaphorique. une tripotée. Et puis, Et l'Église, c'est
comment dire, une professeure de médias depuis l'Empire romain, enfin, depuis la Fondation. Et puis c'est quand même... C'est l'institution qui a su le mieux faire de la propagande pour ses propres valeurs. C'est quand même une religion de la parole, c'est-à-dire que le boulot de l'Église catholique, c'est de porter une parole. Donc forcément, ça passe par des gens, ça passe par des figures, et ça passe par des médias. Je veux dire, l'Église catholique, elle a elle-même créé des médias. Et comme tout le monde prend la parole aujourd'hui, c'est un plus ou c'est un facteur de brouillage? Parce que n'importe qui peut prendre la parole. C'est ce qui fait la force aussi des évangéliques sur ce terrain-là. Alors on dérive un petit peu par rapport à l'abbé Pierre, mais c'est une considération qui amène quand même l'institution à se poser des questions sur sa faculté déjà d'être entendue en tant que telle. Ça, c'est une chose différente. C'est-à-dire que sa faculté à être entendue, elle ne dépend pas uniquement d'elle, elle dépend aussi de la société qui est plus ou moins réceptive à son message. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle veut être entendue, elle a toujours besoin de personnes pour porter son message et de porte-parole pour porter son message. Il y a 20 ans, le cardinal Lustiger était invité aux 20h de TF1. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est parce que le cardinal Lustiger a disparu ou est-ce que et l'abbé Pierre faisait cette 20h de TF1 a changé? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours eu ces grandes figures et je pense dont l'Église catholique a aussi besoin. Et à ce titre, le pape est lui-même une des grandes figures, Louis. Et oui, justement, et ça nous emmène sur un autre terrain, mais un terrain médiatique qui demeure, c'est celui de la parution de son autobiographie qui s'appelle Espère, l'autobiographie événement, c'est chez Albin Michel en France, et ça sort dans une centaine de pays, me semble-t-il. Je voulais vérifier cette info, mais c'est en sortie mondiale, évidemment, comme on peut l'imaginer. À 88 ans, le pape François revient sur son enfance en Argentine, les circonstances aussi de son élection 2013, et puis l'exercice du pouvoir. La version française donc s'intitule Espère. Elle sort aujourd'hui, sans faire de révélations fracassantes, nous dit-on, mais peut-être peut-on déjà essayer d'esquisser ce que le pape François a à nous dire sur un pontificat qui maintenant commence à avoir une certaine durée. Lou Bémond et Laurent Geoffrin. Lou Bémond de Senneville. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive là à plus de 10 ans de pontificat, enfin de 12 ans de pontificat, plus de 12 ans de pontificat. Et on est dans des années où le pape François se livre sur lui-même, sa vie avant son élection, qui a quand même été 75 ans. Hein. C'est l'essentiel de sa vie. Elle est avant sa vie de pape. Hein. Oui. Elle est avant son élection. Et donc, c'est quand même pas mal de s'en souvenir. Et donc, il y a eu cette autobiographie. Il y en avait une autre l'année dernière où il parle pas mal de ses grands-parents, sa chef de laboratoire, enfin voilà, des figures qui l'ont marqué. Et donc, au fond, il est aussi un peu dans la construction ou dans l'héritage, quoi. Je veux dire, sentant que la fin du pontificat approche, je pense qu'il est aussi dans la construction de cet héritage et dans un travail de l'image qu'il veut laisser de lui-même et dans l'explication de son pontificat. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que tout ce qu'il fait aujourd'hui comme pape, on peut le relier à ce qu'il a vécu avant comme homme. Les migrants, l'écologie, ses rapports personnels, l'Ukraine, enfin voilà, la Chine, ses rapports avec la Chine, tout ça, il y a un lien entre ce qu'il fait aujourd'hui comme pape et ce qu'il a vécu, et donc c'est pas inintéressant d'essayer de comprendre, pour comprendre son pontificat, les clés de compréhension de son pontificat sont aussi dans les 75 premières années de sa vie. D'autres papes s'étaient livrés à cette démarche de communication avec des autobiographies, je sais pas, Benoît XVI un peu, Jean-Paul II un peu, mais peut-être de manière moins forte ou moins systématique. Là, il y a quand même deux livres l'année dernière et cette année vraiment sur sa vie. Ça personnifie beaucoup la fonction pour le coup là. Oui, mais c'est aussi l'époque, je veux dire, de la multiplication des communications, des canaux, la diffusion plus rapide, plus forte, plus massive de la parole. Et alors, pour le coup, s'il y a effectivement un personnage qui personnifie l'Église catholique, je veux dire, c'est le pape, quoi. Enfin, ça, c'est quand même pas nouveau. Qui est un média en soi. Laurent Geoffrin, sur cette autobiographie, vous la lirez ? Comment ? Vous la lirez ? Pourquoi pas, oui. Mais je veux bien en parler, mais je ne l'ai pas lu. On reproche toujours aux éditorialistes d'être toutologues, mais alors là, du coup, le tout n'englobe pas la lecture de ce livre que je n'ai pas. Vous allez demander un exemplaire dédicacé ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais j'avais demandé, en tant que directeur de Libération, j'étais allé au Vatican pour négocier une interview avec le pape. Et alors ? Mais je ne l'ai pas eu. Ah. Mais j'ai rencontré un cardinal charmant. Qu'est-ce que vous lui auriez demandé ? J'ai oublié son nom, qui était argentin d'ailleurs.
uruguayen, je ne sais plus. Et il m'avait dit une chose intéressante, ça rejoint un peu l'abbé Pierre. Lui, il était pour le mariage des prêtres. C'était au Vatican, dans un bureau du Vatican. Hein. Et il dit, il faudrait trouver un système pour instaurer le mariage des prêtres. Ça lui semblait une manière aussi de prévenir toutes ces questions d'agression sexuelle. Et j'avais trouvé ça intéressant, parce qu'il avait une liberté de parole. Et là, il m'a reçu assez longuement. On a parlé de toutes sortes de choses. Et à la fin, il m'a dit, il y a une chose importante, vous amènerez ma bénédiction épiscopale à la rédaction de Libération. Donc, alors, donc j'ai réuni la rédaction et je leur ai dit, voilà, le cardinal, je ne sais plus comment il s'appelait, vous bénit. Vous avez pris votre goupillon. Pas été jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de la sortie d'un tel ouvrage? Est-ce qu'il y a... C'est présenté évidemment non, c'est comme intéressant, un effectivement. C'est une chose qu'on sait un peu sur le pape François. C'est un pape du Sud. C'est un pape de ce qu'on appelait auparavant le tiers-monde. Aujourd'hui, on dit le Sud global, ce qui ne veut rien dire, mais enfin bon, on voit de quoi on parle à peu près. Et il a des réflexes sur les migrants, d'une part, sur la civilisation américaine, sur la politique étrangère, qui sont ceux de la gauche argentine, quoi, en fait. Et il est intéressant pour ça. Il est intéressant. Est-ce qu'il est très très éloigné, on peut supposer que c'est le cas, de l'actuel président argentin qui mène dans son pays une très politique... éloigné, je suppose. Enfin bon, je ne crois pas qu'il soit exprimé là-dessus, mais c'est pas du tout sa sensibilité. Sa sensibilité, c'est le catholicisme social d'Amérique latine, qui est très militant, qui est très convaincu, qui a joué un grand rôle dans la vie politique de tous ces pays. Loubet Montesville. En tout cas, en Argentine, le pape François, c'est une figure assez clivante, en fait. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il n'y est pas allé encore, ou qu'il n'y est pas allé du tout. Je ne sais pas s'il ira avant la fin de son pontificat. Mais c'est une figure assez clivante, parce que ça a été une figure, comme archevêque de Buenos Aires, qui s'est quand même fortement engagé dans la société. Et voilà, souvent on dit au Vatican, en Argentine, la moitié des gens l'adorent et l'autre moitié le déteste. Donc, vous voyez... ce qui est sûr, c'est qu'il est pas proche du nouveau, plus si nouveau d'ailleurs, du président argentin Milei. Il l'a quand même reçu l'année dernière dans un geste, qui était aussi de la communication de part et d'autre d'ailleurs, où les deux se sont un peu serrés dans les bras. Le pape l'a appelé mon fils, tout ça. Donc voilà. Donc on voit bien que de toute façon, ils ne peuvent pas s'opposer frontalement, publiquement, mais enfin, ils sont quand même assez loin dans leur système de pensée de la société et dans leur système de pensée du monde, l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a un côté people, quand par exemple il écrit sortir pour manger une pizza est l'une des petites choses qui me manque le plus. Une pizza mangée sur une table dehors a un goût très différent d'une pizza livrée à domicile. Quand j'étais cardinal, j'aimais marcher dans les rues, prendre le métro. Les rues me parlent tellement, elles sont pleines d'enseignements. C'est vrai qu'on imagine moins, même un Jean-Paul II, tenir ce genre de phrases, dont certains diront que ce sont peut-être des platitudes du quotidien, mais qu'est-ce qu'on peut penser de cette communication-là? C'est pour se rapprocher des gens? C'est le sens de la proximité? Qu'est-ce que ça vise, en fait? Moi, quand je suis allé au Vatican, le sentiment que j'ai eu, c'est d'abord la permanence, l'éternité, la quasi-éternité de la chose, mais c'est aussi la coupure avec le reste de la ville, quoi. C'est une ville en soi, c'est une petite ville fermée, et qui est très agréable d'ailleurs. Il y a un jardin magnifique avec des vieilles pierres, ça c'est formidable. Mais on a le sentiment d'être dans un cocon. Et donc je suppose que c'est ça que ceux qui travaillent là ressentent souvent. Un monde clos, et là il veut montrer l'inverse. Il habite là, il habite dans un petit appartement dans cette cité du Vatican qui est un monde à part. Sincèrement, je pense que c'est assez sincère en fait de la part du pape. C'est-à-dire que c'est mais je ne dis pas que ce n'est pas sincère. Non, mais voilà, donc ça, je pense que ça lui manque vraiment. Je pense que quand on parle de Jean-Paul II, parfois il s'offrait des sorties incognito au ski, par exemple. Ce qui est absolument... Oui, absolument. Mais est-ce qu'il en parlait jeunes années. Il en parlait, oui, c'est-à-dire que ça finissait par se savoir, mais de manière moins rapide qu'aujourd'hui, ou assez immédiatement, on le saurait très, 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 très vite. Donc, je pense qu'il avait l'illusion, en arrivant au Vatican, que de temps en temps, il pourrait aller faire un tour dehors. Et en fait, il l'a jamais fait. J'ai revu, il n'y a pas très longtemps, le très beau film produit par Netflix, Les Deux Papes, vous savez, avec Anthony Hopkins qui joue Benoît XVI. Et la première scène, c'est le pape François qui vient d'être élu, qui décroche son téléphone et qui dit « Je voudrais un billet pour Lampedusa ». Et qui essaye de commander son billet toute seule, et il dit « Je m'appelle le pape François », et on lui répond « Oui, c'est ça, très bonne blague », et on lui raccroche au nez. Et je pense qu'il a un peu cette frustration-là. Merci beaucoup, Loubet Montesville.
et Laurent Geoffrin pour le débat du jour ce matin. Merci Louis Dauphren, merci à Pascal Gauthier et Paul Mauconduit qui réalisaient cette matinale.